Bonjour, alors je vois dans la salle un certain nombre de camarades avec lesquels on a pu faire des choses sur des facs il y a quelques années. Et pour commencer, j'aimerais m'adresser à vous. Vous vous rappelez quand on faisait des interventions dans les amphis pour débrayer les amphis contre la LRU, contre les LMD, etc. Des fois on se disait qu'on exagérait un peu quoi, quand on essayait d'imaginer, quand on disait aux étudiants sortez de vos amphis, faites la grève parce que bientôt l'université sera privatisée, etc. Bah, en fait, en ce moment, je regarde un peu la situation actuelle et je me dis qu'en fait, la situation actuelle, elle est encore pire que dans nos internes les plus exagérés, les plus caricaturales qu'on pouvait faire il y a 15 ans. C'est-à-dire que ce qu'on disait il y a 15 ans sur l'entrée du MEDEF à l'université, le contrôle de nos formations, sur les facs poubelles et les facs d'élite, etc., on est en plein dedans et des fois j'hallucine complètement quand je vois à quel point le privé est complètement rentré dans nos salles des profs, à quel point le MEDEF a droit de citer dans nos salles des profs, sur nos formations, sur les formations qu'on va pouvoir monter, etc., à quel point l'autonomie des universités fait que un étudiant qui a un diplôme dans une université n'a absolument rien à voir, ne serait-ce même qu'en termes de nombre d'heures de formation entre une petite université comme la mienne, une grande université parisienne, etc., etc. Et notamment à quel point la situation pour les gens qui travaillent dans les universités est devenue de plus en plus intenable. Depuis une dizaine d'années, on assiste chez nous à un vaste plan social. On a un effondrement total du nombre de postes, c'est-à-dire qu'entre 2012 et 2018, on a perdu 40% de postes de maître de conférence et on a perdu 36% de postes de professeurs des universités. Encore pire, les établissements publics de recherche, c'est-à-dire comme par exemple le CNRS, ont perdu 3600 postes sur la même période, c'est-à-dire en 6 ans. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui nous attaque de front et qui dit très clairement, aujourd'hui l'université, les établissements de recherche ne se fera plus, ne sera plus géré, ne fonctionnera plus avec des fonctionnaires, mais va fonctionner autrement. Et donc, on a le problème principal aujourd'hui de l'université qui est la précarité de nos étudiants. À Lyon, cet étudiant qui s'est immolé nous a montré à quel point la situation était extrêmement grave, on le voit tous les jours chez nos étudiants, mais surtout, enfin pas surtout, mais aussi la précarité des enseignants. Il faut savoir que 40% des enseignements à l'université sont assurés par des vacataires. Un vacataire à l'université, il est payé en dessous du taux horaire du SMIC. Il est payé 2 fois par an, il est payé en février et dans les meilleurs des cas en août, pour assurer 40% des enseignements. Et ça, c'est dans les meilleures universités. Moi, par exemple, je suis responsable d'une licence. Dans ma licence, je suis la seule enseignante-chercheuse à intervenir en ayant un statut de fonctionnaire d'enseignant-chercheur. Les autres sont sur des contrats extrêmement précaires. Donc ça, c'est pour dresser un peu la situation dans laquelle on est depuis une dizaine d'années. Et pourtant, depuis 2009, depuis le mouvement sur la LRU, sur l'autonomie des universités, on n'avait pas eu de mouvement conséquent. Il se trouve que depuis décembre, les choses sont en train de changer et que les universités, les universitaires notamment, sont en train de montrer qu'ils sont carrément là et qu'ils sont prêts à s'organiser pour lutter contre cette situation. Alors en fait, là, dans la période actuelle, on a principalement 3 lois qui nous attaquent complètement frontalement. On a bien sûr la loi sur les retraites, qui en plus va nous toucher particulièrement, parce que nous, on a des carrières où on commence tard, forcément. Quand on a dû faire une thèse pour avoir son travail, mais en fait, voilà, on est recruté après 30 ans, donc ça va nous toucher particulièrement. La loi sur le chômage, parce que l'université, comme je le disais tout à l'heure, fonctionne surtout à la précarité, et donc en fonctionnant à la précarité, on a un système officieux qui est le système d'intermittence de la recherche. C'est-à-dire que pour pouvoir faire de la recherche, on est payé en février, on arrive à tenir sur le chômage en mars et en avril, puis on a un petit contrat de recherche sur 3 mois, etc. etc. Jusqu'à maintenant, ça pouvait fonctionner. Je ne vais pas développer, vous savez à quel point le chômage a été réformé là-dessus, et donc ça ne sera plus possible. Donc c'est des collègues qui sont déjà extrêmement précaires qui vont se retrouver dans des situations de survie impossibles. Et puis, on a une autre loi qui est complètement liée, qui est la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, que notre ministre nous propose, qui est une des attaques les plus brutales qu'on ait jamais eues sur l'université, et qui est en fait gravée dans le marbre, jusqu'à hier en tout cas, a été gravée dans le texte des lois, de lois sur la retraite, puisque c'était l'article 1er qui nous promettait monts et merveilles, revalorisation de nos salaires, etc. Donc, vous avez vu que le Conseil d'État, hier, a dit bah non, en fait, ça c'est pas légal, vous pouvez pas, et a retoqué le texte, donc on ne sait pas ce qui va en advenir. Mais en tout cas, on a cette autre loi extrêmement grave qui nous touche. Alors, cette loi, c'est quoi ? C'est une loi, et je vais reprendre les mots d'Antoine Petit. Antoine Petit, c'est le PDG du CNRS, qui demande que cette loi soit inégalitaire et darwinienne. Alors,
voilà, on a une loi qui, de l'aveu même des politiques qui la mettent en place, doit être inégalitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, globalement, c'est la loi de la jungle, quoi. C'est-à-dire que, en plus, il utilise la rhétorique du darwinisme social pour ça, donc il nous dit très clairement, c'est globalement, ceux qui seront très forts, eh bien, auront plein d'argent et plein de temps pour faire de la recherche, etc. Puis ceux qui ne seront pas forts, n'auront pas d'argent du tout et pas de temps pour faire de la recherche. Ça attaque plusieurs choses, cette loi, ça attaque notre temps de travail, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a un temps de travail qui est réglementé comme n'importe qui, sur les 35 heures, globalement. Donc, on doit faire 192 heures d'enseignement annuel et de la recherche à côté. Là, on est en train de nous dire, en fait, vous ne ferez pas 192 heures, vous ferez autant d'heures que votre département vous demande de faire. Ça peut paraître un peu fou, c'est-à-dire, imaginez, dans n'importe quel autre secteur professionnel, on dirait aux salariés de dire, non, vous ne ferez pas 35 heures, vous irez servir autant de café qu'il y aura de clients et que votre patron vous demandera de servir. Ça, c'est dans le texte des rapports préparatoires à la loi, parce que la loi, on ne l'a toujours pas. Cette loi, elle instaure autre chose, elle instaure des CDI chantiers. Alors ça, vous savez, c'est la fameuse loi de transformation de la fonction publique qui l'instaurait, c'est-à-dire l'idée de dire, en fait, le CDI, ça ne sera plus un CDI, ça sera juste un CDI, une période d'essai ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'il peut durer jusqu'à 6 ans, mais en gros, tous les ans, on décide si on reconduit ou pas ce CDI. Donc pour les chercheurs, voilà, c'est la fin du fonctionnariat, c'est-à-dire qu'on ne va plus recruter de chercheurs fonctionnaires ou d'enseignants-chercheurs fonctionnaires, ça sera cette période d'essai indéfinie, au moins jusqu'à peut-être les meilleurs qui obtiendront vers 45 ans un poste de professeur des universités. Et c'est une loi qui instaure le fait que la recherche se fera surtout sur appel à projet, principalement sur appel à projet, et donc on perd de vue le fait qu'on puisse faire de la recherche sur des fonds pérennes, c'est-à-dire ce dont on a besoin de faire de la recherche, c'est-à-dire à un moment donné d'être un peu posé, de savoir qu'on a de l'argent pour en faire, et non pas de remplir tous les 3 mois un nouveau projet pour avoir le droit de continuer un peu de recherche, etc. etc. Alors depuis septembre, on est un petit groupe de syndicalistes, etc., assez déterminés à avoir lu ces rapports préparatoires et à avoir du coup fait du travail au sein de l'ensemble des collègues, et notamment plutôt en sciences sociales, pour arriver à mettre en grève les collègues. Il se trouve qu'on a fait notre première AG le 2 décembre, donc dans l'objectif du 5 décembre, et depuis cette date-là, on est plutôt complètement dans une montée en puissance, c'est-à-dire qu'on a commencé doucement, on a fait tout ce qu'on pouvait en décembre, et en fait depuis janvier c'est en train de prendre, c'est-à-dire que depuis janvier, aujourd'hui on en a 37 facs, 67 labos qui sont mobilisés, qui sont en grève, ou qui sont au moins en train d'arrêter une grande partie de leurs activités. On a aussi 58 revues sciences sociales qui sont en grève. On va avoir la semaine prochaine, le 1er et le 2 février, une première vraie coordination nationale des facs et des labos en lutte qui se tiendra ici la semaine prochaine. On espère être environ un millier de collègues, et l'objectif il est assez clair, nous on le sent peser sur nos épaules, c'est d'arriver à être le secteur qui va pouvoir prendre visiblement et massivement le relais avec le secteur enseignant, etc., des cheminots et des machinistes de la RATP de manière visible. Et on le disait, c'est vrai que de voir des étudiants, de voir des lycéens commencer à venir dans la rue, ça change aussi l'ambiance des manifestations et ça donne l'impression qu'un nouveau secteur est en train de prendre ce relais-là. J'aimerais juste terminer en essayant d'analyser un petit peu pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à partir vraiment aussi fort dès le 5. On paye très fortement l'effondrement du syndicalisme, et particulièrement du syndicalisme étudiant. Avec une grande difficulté à se mettre en lien, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi, nous, à se mettre en lien, etc., c'est que la génération qui est la plus mobilisée chez les enseignants-chercheurs aujourd'hui, c'est la génération, ma génération, c'est-à-dire qui a entre 30 et 40 ans, et en fait la génération qui a fait ses armes politiques dans les années 2000, et notamment pendant le CPE, qui est le dernier mouvement où on a cette histoire politique où on a pu gagner contre un gouvernement, et dans les mouvements anticapitalistes, dans le mouvement contre la LRU, etc., etc. Ce qui fait qu'on a un répertoire d'action commun, qu'on sait comment est-ce qu'on organise une coordination nationale, qu'on sait contacter les différentes facs, qu'on a encore des camarades qui sont sur les différentes facs, etc. Donc ça, effectivement, globalement, on parle la même langue et on arrive à travailler ensemble et à faire que ces coordinations nationales-là se montent. Maintenant, il faut
qu'on garde en tête qu'avoir des bons réflexes c'est une bonne chose, mais que construire sur ces bons réflexes, ça sera encore mieux, et que du coup reconstruire ce syndicalisme de lutte qui aujourd'hui est sur les universités complètement atomisé, et pourtant dont on aurait eu besoin pour partir en grève dès le 5 décembre. Donc ça, je pense que qu'on gagne ou pas sur la question des retraites, on pourra se dire que là, on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire, et là, on est encore en train de construire ça. Mais il faudra aussi réfléchir tous ensemble, à gauche et dans la gauche radicale notamment, comment est-ce qu'on arrive tous ensemble à reconstruire sur ces bases-là, de manière à, la prochaine fois, ne pas repartir de manière aussi atomisée que ça a été le cas cette fois-là.